On n'avait pas vu cela depuis 30 ans, 18 000 spectateurs à Colombes pour assister au championnat de France d'athlétisme, championnat de France qui débute en boulet de canon par la très nette victoire de Jocelyn Delecourt au 100 mètres en 10 secondes 3 dixièmes. Delecourt au centre gagne également le 200 mètres. Et c'est la série des records de France. Rakchi, 7,75 m au saut en longueur. Ouvion, qui se paie également le luxe du record du saut à la perche, 4,57 m. Demain, il sautera aussi bien que les Américains. Dernier record de France, celui de Texereau au 3000 mètres steep. Texereau, c'est un tout petit bonhomme de 1,60 m qui pèse 52 kg. Il ne perd pas son temps, il est déjà en tête dès les premières foulées. Et ce petit pousset de l'athlétisme français franchit les obstacles avec l'aisance d'un coureur de 110 mètres haies. Pas besoin de guide pour terminer tout seul sa course, au bout de laquelle l'attendent un titre et un record de France. Le départ du 800 mètres ressemble étrangement à une séance de roller catch. Après le festival des coups de coude, tout est rentré dans l'ordre, la course est lancée. Jazzy, le recordman du monde du 2000 mètres et du 3000 mètres, n'a pas encore montré la pointe de ses souliers. Jazzy, le voici, le numéro 111, maintenant c'est le bout de ses talons qu'il va montrer à tous ses adversaires. Dernier virage, Jazzy accélère, c'est une nouvelle victoire pour le recordman du monde. Le jeune premier de l'athlétisme français est décidément invincible cette année. 80 000 Américains, sans compter les millions de téléspectateurs, ont retenu leur souffle pour voir cela, M. Valéry Brumel, le sauteur soviétique, dans ses œuvres. 2,26 m, record du monde une nouvelle fois battu, Brumel en a l'habitude. Les Marseillais ont eu la chance d'assister à un spectacle de qualité. Ils ont pu voir les extraordinaires gymnastes japonais qui sont avec les soviétiques parmi les meilleurs du monde. Mademoiselle Tsouyi à la poutre. Aux barres asymétriques, une discipline réservée aux femmes, Madame Ikeda. Madame Ikeda ignore les difficultés, elle exécute tous ses mouvements avec une jolie maîtrise. Les hommes se réservent les exercices dangereux, endo à la barre fixe. Remarquez qu'il y a un risque, si on n'a pas la tête bien accrochée, on peut attraper le tournis, ce qui n'est pas le cas de endo qui exécute une remarquable sortie. Tout le monde ne parvient pas sans doute à se contenter des quelques décimètres carrés chichement mesurés que réservent à chacun à cette époque les plages de la Côte d'Azur. Aussi, pour les amateurs d'espace, a-t-on vu les fervents du karting poursuivre sur l'eau la satisfaction de leur passion. Telle est la raison d'être des hydrocarts. Les joies qu'ils dispensent ne sont apparemment guère différentes de celles qu'on trouvait au volant des hors-bords, en plus lent. Mais c'est de l'hydrokarting, et l'on sent bien qu'il y a là tout de même quelque chose de nouveau. En Espagne, on a senti le besoin de faire du neuf avec du vieux. Le vieux, c'est la traditionnelle course de vaches. Et c'est aussi les bains de mer. Le neuf est né de l'association des deux. Moyennant quoi, désormais, on pourra s'amuser à faire prendre aux braves ruminants un bain forcé. Ce qui, nul ne le contestera, apporte un attrait considérable au jeu d'autrefois tellement émoussé. L'Écossais John Hofstetter, quant à lui, a donné des ailes à son bateau, ou plus exactement des pales. Ainsi équipé et tiré par un hors-bord comme un vulgaire skieur nautique, son embarcation peut aussi voguer dans les airs. Il en a fait la démonstration sur la Seine, à la satisfaction des pêcheurs à la ligne qui devaient depuis longtemps trouver monotone de voir passer les bateaux au ras de l'eau. Mais les ponts, direz-vous? Rien de plus simple. John Hofstetter a pensé à tout. Heureusement. Est-ce une définitive marche au pouvoir qu'accomplit Ben Bella depuis son départ de Tlemcen? Une foule considérable l'a accueilli chaleureusement en compagnie de Mohamed Rider et de Ferhat Abbas à Tiaret, première étape de ce voyage qui, selon les pronostics, doit le mener à Alger. Tiaret lui avait préparé un spectacle de choix, le défilé d'un groupe de l'ALN avec son matériel lourd. Ce déploiement spectaculaire ne peut tout de même dissimuler la crise algérienne. L'accord n'est toujours pas fait entre Ben Bella d'une part, Boudiaf et Belkacem Krim d'une autre, et Ben Reda d'une troisième. Dans ce désordre, la situation générale se désagrège de jour en jour. L'économie est moribonde et les Européens continuent à s'en aller.
Ceux-là, en France, ne se réinstallent qu'avec peine dans une nouvelle vie. À Port-Vendre, plusieurs chalutiers venus d'Oran, de Nemours, de Bénissaf, de Mostaganem essaient courageusement de renouer les fils coupés avec à la fois leur activité normale et la vie sous un autre ciel. Naturellement, rien n'est très simple. Faute d'un toit, il faut s'organiser pour vivre totalement à bord où le confort est rudimentaire. Mais ces pêcheurs d'Oranie, s'ils ont tout perdu, ont gardé leur bateau. Le reste, disent-ils, s'arrangera. À Tamaris, près de Toulon, c'est autre chose. Dans un grand hôtel désaffecté depuis 10 ans, 250 repliés d'Algérie se sont logés. Ils ont tout de suite entrepris les travaux d'aménagement rendus nécessaires par 10 ans d'abandon. 52 familles vivent là aujourd'hui en véritable phalanstère, mettant en commun les dons de matériel qui leur arrivent, matelas, tables, sièges, ustensiles de cuisine. Car, on le sait bien, ils ont échoué ici avec leur seule valise. On fait encore la cuisine en plein air et on dîne debout. Mais les 93 enfants jouent sous les arbres et l'on recommence à envisager l'avenir. Le calme, pour ne pas dire plus, des dimanches londoniens est légendaire. On doit pourtant une exception à Sir Oswald Mosley, chef du parti nazi anglais, qui avait convoqué ses troupes au pied de la colonne Nelson. Il convient de préciser que 500 policiers avaient reçu également mission de surveiller le quartier à toutes fins utiles. 5000 personnes qui n'étaient pas d'accord avec Sir Oswald Mosley étaient aussi au rendez-vous. Résultat, Trafalgar Square fut très rapidement transformé en champ de bataille. Force devait rester à la loi et 55 jeunes tenants du parti nazi furent arrêtés. Mais le gouvernement britannique s'est refusé à interdire les futures réunions nazies, le respect de la liberté d'opinion impliquant dans l'esprit britannique qu'on les tolère toutes, quelque fâcheuses qu'elles puissent être. Au son des tintenelles, Cricboeuf, petite localité de l'Eure, vient d'être cette année le lieu du congrès quinquennal des Charités de Normandie. Mais que sont ces charités? Des confréries composées d'un maître, d'un prévôt et de 12 frères servants appelés charitons, réunis sous la bannière paroissiale. Confrérie mi-laïque, mi-religieuse, elle s'était fixée au Moyen-Âge, époque hélas fertile en épidémies et pestes de toutes sortes, une haute mission, rendre aux victimes de ce fléau les honneurs de la sépulture chrétienne. En 1947, on a entrepris de rendre leur essor à ces anciennes institutions. Et tous les 5 ans, les Charités de Normandie se retrouvent autour de l'autel, devant lequel les nouveaux charitons viennent ajouter de nouveaux maillons à la chaîne séculaire. Car les charitons, encore aujourd'hui, continuent d'assurer leur mission funèbre. Seul le bruit des tintenelles a perdu son sens primitif et ne dit plus aux passants « Fuyez, nous portons en terre un mort dangereux ». L'arrivée de Ben Bella à Alger a pris les allures d'une entrée triomphale. Si à sa descente d'avion il avait été salué par M. Abderrahmane Farès, président de l'exécutif provisoire, c'est au milieu d'une foule de voitures que le cortège a dû se frayer un passage jusqu'à Alger où l'attendaient de nouvelles démonstrations d'enthousiasme. Plus tard, à la préfecture, Ben Bella s'est retrouvé avec Belkacem Krim, Ben Reda et le président de l'exécutif provisoire. La collaboration de ces 4 hommes semble aujourd'hui en fait accomplie. Le bureau politique devient le dépositaire de la souveraineté nationale et le GPRA un organisme d'exécution jusqu'aux élections. Le climat général semble par ailleurs s'améliorer. À la caserne d'Orléans d'Alger, 20 Européens dont une femme ont été libérés. Ils avaient été enlevés les uns chez eux, les autres en pleine rue par des éléments sans doute incontrôlés. Ces 20 libérations portent à 112 le nombre des Européens libérés. Mais de sources algériennes, le nombre des enlèvements s'élèverait à 338, tandis que de sources françaises, on assure que plus de 700 Européens ont disparu au cours du dernier mois. Sir Oswald Mosley, qui a repris son rôle de leader fasciste, a voulu essayer de gagner à sa cause certains quartiers de Londres où d'ailleurs on semblait l'attendre. La police britannique, qui comme le veut la loi protège toutes les opinions si étranges qu'elles puissent être, a concouru comme elle a pu au bon ordre de la manifestation qui a déclenché de part et d'autre un certain enthousiasme. Les arguments qui ont été échangés
S'il manifeste que les Anglais ont de la mémoire, manifeste également que ce peuple n'est pas toujours aussi flegmatique qu'on le dit. Tout est bien qui finit bien. La causerie annoncée a amené une surconsommation d'arnica et l'Angleterre ne semble pas mûre pour l'hitlérisme. Elle avait été la Violettera sur la scène, elle avait été Carmen à l'écran. On n'a pas oublié ce visage émouvant et cette voix tendre qui furent célèbres entre 1920 et 1935. Raquel Meller vient de disparaître à Barcelone à l'âge de 74 ans. Et une foule émue a suivi le cortège de celle qui avait donné, avec ses violettes, un peu de grâce et de charme à cette après-guerre qui allait devenir rapidement l'avant-guerre. Et Marilyn Monroe aussi nous a quittés. Elle aura, elle aussi, plus près de nous, marqué son époque de sa grâce et de son sourire. Elle s'est donné la mort alors qu'elle était au fait de la célébrité. Ses 20 films, ses triomphes, ses Oscars, et jusqu'à sa présentation à la reine Elisabeth, ne pouvaient rien contre son angoisse intime et un grand désarroi intérieur. Elle disparaît à 36 ans. Marilyn Monroe, on vous regrette. Le problème de l'atterrissage à bord des porte-avions vient de recevoir aux États-Unis une nouvelle solution. Le problème, on le sait, est de freiner l'avion à l'appontage sur le minimum de course. Jusqu'ici, ce freinage était exercé par des sandovs. Ces sandovs vont être remplacés de chaque côté de la piste par des cylindres remplis d'eau, à l'intérieur desquels agira un piston actionné lui-même par un câble que l'avion mettra en mouvement en atterrissant. Le piston refoulera l'eau qui s'évacuera en pluie par une série de trous de petit diamètre. Et l'eau refoulée à l'intérieur des cylindres opérera comme un frein puissant sur la course de l'avion. Simple et efficace. Une autre nouveauté, c'est la ligne révolutionnaire du nouveau transatlantique anglais Canberra, que New York a accueilli à sa première traversée. La position et la forme des cheminées, les plages arrière superposées en font aujourd'hui une curiosité. Ces particularités n'empêchent pas le Canberra d'être, selon les Britanniques, le plus confortable des paquebots. Paris retrouve un visage nouveau. On s'était habitué à le voir terne et noirci, la suie et la poussière des années avaient fardé ses monuments, on voyait noir et triste ce que l'art de ses bâtisseurs avait créé clair et heureux. C'est ce visage-là, le vrai, le premier, que nous allons redécouvrir. La cour du Louvre, les harmonieuses constructions de Pierre Lescot et Jean Goujon retrouvent aujourd'hui une jeunesse un peu oubliée, et de jour en jour renaît la beauté de ces pierres qui sont à la fois une histoire et de l'histoire. Sur la place de la Concorde, les deux pavillons de Gabriel qui donnent à la place sa grandiose élégance se retrouvent presque au temps de Louis XVI. De l'autre côté de la Seine, l'Assemblée n'apparaît plus qu'à travers un treillis d'échafaudage. On retrouvera demain un palais Bourbon resplendissant et un Sully bien brossé. Les Invalides sont revenus au temps de Libéral Bruand et d'Ardouin Mansart. Et quant au palais Mazarin, son constructeur Louis Levaux n'aurait aucune surprise à le revoir au bout de plus de 3 siècles. Mais tous les Parisiens et tous les amis de Paris auront plaisir à redécouvrir, de nuit comme de jour, ce beau Paris, ce vrai Paris, un vieux Paris tout neuf. Cannes n'est pas seulement à l'heure des vacances, Cannes est aussi à l'heure du sport. Cette année, le Motor Yacht Club de la Côte d'Azur a organisé une série d'épreuves qui ont enthousiasmé les estivants un peu lassés par le train-train quotidien des vacances. Dans cette épreuve, l'heure de Cannes, 45 hors-bord et runabouts sont aux prises sur le magnifique plan d'eau de la rade transformé en piste de vitesse. C'est à 80 à l'heure que les concurrents entament la course, une course spectaculaire comme en témoignent les images et très difficile également. À cette vitesse infernale, 15 bolides finissent par rendre l'âme avant la fin de l'épreuve.
Finalement, les plus adroits pilotes, ce sont les Français. Ils vont prendre les 4 premières places. C'est Pouget le vainqueur. Ce sont 13 000 concurrents venus du monde entier qui ont participé cette année aux 4 jours internationaux de marche de Nijmegen en Hollande. Il y avait là des femmes, des hommes et même des enfants à qui les longues marches ne faisaient pas peur. C'est ainsi que certains militaires ont parcouru 220 km en 4 jours, et tout cela avec le sourire. On était partis en groupe compact, à l'arrivée on était beaucoup moins nombreux, et quelle récompense à l'arrivée, 80 000 spectateurs pour applaudir les rescapés et des fleurs pour tous les groupes qui ont défilé. Pas toujours en très bon ordre, mais le cœur y était dans les rues de Nijmegen. La saison des corridas en Espagne bat son plein. Dans toutes les grandes villes, on se dispute les matadors. À Valence, les spectateurs venus par milliers dans les grandes arènes de la ville ont assisté à un extraordinaire numéro à cheval de Don Álvaro Domecq. Curro Girón, outre ses grandes qualités de torero, exécute toutes ses banderilles sans aucune faiblesse, ainsi que les passes de cap. Mais le héros de cette corrida, c'est Miguelín. Miguelín attaque franchement le taureau avec beaucoup de courage. C'est un matador fier qui sait en imposer à l'animal, il le dompte. Et s'il prend d'énormes risques, c'est parce qu'il sait que le taureau va lui obéir malgré ses charges foudroyantes. C'est égal, il est rare de voir un matador qui mène son taureau avec une telle maîtrise. Beaucoup de spectateurs ont tremblé pour Miguelín au cours de cette corrida. Les Ataris du Grand Nord n'ont pas l'air d'apprécier outre mesure la présence de l'homme sur leur territoire. Il est vrai que l'homme, c'est l'ennemi. Cependant, ce ne sont pas des Ataris dont se préoccupent les marins du navire canadien Comox Post. Leur gibier est infiniment moins pacifique et pour le capturer, les grands moyens sont nécessaires. À preuve, ce genre de harpon qui n'est pas réservé aux petits poissons. Remarquez qu'il faut un bras solide pour lancer l'engin. Il a fait mouche. Mais au fait, que sont-ils venus pêcher ces marins canadiens? Vous allez le voir vous aussi, modérez votre impatience. Il pèse 2000 kilos, c'est un pèlerin, une espèce de requin qui vit dans le Pacifique Nord. Il a la réputation d'être paresseux. Ne vous fiez pas aux apparences, cette énorme gueule n'avale que du plancton ou des crustacés, le pèlerin est inoffensif. En tout cas, il ne s'attaque jamais à l'homme. Alors, pourquoi l'a-t-on tué? Cette image de vacances, c'est le port de La Rochelle, encore bien calme avant le départ des requins. Ces requins-là sont bien pacifiques, c'est en effet le nom que l'on donne à certaines catégories de yaks. Ici, ils sont 50 à prendre la mer pour participer au championnat de France. Il y a là de quoi faire rêver tous ceux qui voudraient posséder un voilier. Mais les équipages, eux, n'ont pas le temps de rêver, il faut être musclé, prompt et avoir le cœur bien accroché pour diriger un requin. Le plus fort cette année encore, c'est Renaissance de La Rochelle. Comme l'an dernier à Cherbourg, c'est lui qui remporte une nouvelle fois le titre de champion de France. Une vingtaine d'enfants sont admis chaque année à l'école qui chante. Pour eux, cela ne signifie pas pour autant l'abandon des mathématiques. En effet, la particularité de la maîtrise de la RTF, qui célèbre cette année son 15e anniversaire, est d'avoir su réserver sa place à l'enseignement général habituel. Le reste du temps, bien sûr, l'école chante. D'abord, les rudiments théoriques et techniques du solfège. Viennent ensuite les premières notions de technique vocale individuelle. Ainsi apprend-on devant la glace à ouvrir convenablement la bouche. Il est ensuite possible de songer à perfectionner l'articulation.
Alors s'ouvrent aux élèves les portes de la maîtrise proprement dite, qui, depuis 15 ans, s'est fait une place parmi les meilleures chorales internationales. De tous les maux dont souffre notre pauvre humanité, il en est un auquel on ne prend pas garde, le manque de sommeil. Pardon, monsieur, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous dormez bien? Oh oui, monsieur. Surtout avec ce que je transporte toute la journée. J'ai plutôt besoin de me reposer le soir. Est-ce que vous dormez bien? Pas toutes les nuits. Quelquefois, j'ai des problèmes qui m'obsèdent. Non, je ne dors pas très bien la nuit. Si je me réveille, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Merci beaucoup, mademoiselle. 2 Parisiens sur 3 dorment mal. Or, on peut recharger une batterie, on ne recharge pas aussi facilement un organisme auquel seul le sommeil peut redonner son potentiel. Vouons donc à tous les diables les scooters sans silencieux, dont un seul, en traversant Paris, réveille 1 million de dormeurs. Mais notre sommeil quotidien est menacé par bien d'autres ennemis qui ne disent pas leur nom. La vie urbaine et son agitation, les soucis de la journée et leur tension nerveuse mettent à l'épreuve l'organisme et ferment bien des fois sournoisement la porte à la venue normale du sommeil. L'homme heureux n'a pas de chemise, dit-on. C'est bien vrai aussi que l'homme sans souci a le sommeil du bienheureux. Mais pour les autres, les somnifères, on en fait un usage démesuré, mais ils ont leur revers, l'accoutumance. Mieux vaut suivre quelques conseils apparemment anodins, mais efficaces. Quelques mouvements de gymnastique, par exemple, devant la fenêtre ouverte pour détendre le corps et l'esprit. Un peu de lecture pour chasser les soucis de la journée, mais pas trop. Certains pourtant essayent le code civil et le bottin. Un peu de musique peut aussi contribuer à obtenir une bonne relaxation. Pour ceux qui souffrent de l'insomnie tardive de 2 heures du matin, cette ordonnance, un verre d'eau fraîche, un bol d'air frais. Il reste évidemment cette catégorie d'intoxiqués que sont les noctambules impénitents qui amputent régulièrement leur temps de sommeil. Ou simplement les paisibles couche-tard qui oublient que chaque individu a besoin de 8 heures de sommeil par nuit pour bien se porter. Veulent-ils du reste un jour s'endormir tôt, le sommeil ne vient pas. On ne le dira jamais assez, le sommeil est un cadeau naturel que nous a fait la nature. Et ce n'est pas un paresseux qui le dit, mais la faculté de médecine. Au cours de sa visite à Paris, le général Eisenhower, accompagné de son petit-fils David, a été reçu à l'Élysée par le général de Gaulle. L'ex-président des États-Unis et le président de la République française, anciens compagnons d'armes, se sont retrouvés avec contentement. Les 2 présidents, Madame de Gaulle et Madame et Monsieur Gavin, qui abandonnent l'ambassade des États-Unis à Paris, se sont prêtés tout souriants aux exigences des photographes. Depuis un an aujourd'hui, Berlin est coupé en 2. Le mur élevé par le gouvernement Ulbricht partage la vieille capitale allemande d'une barrière qu'on a voulu sans fissure et que surveillent sans cesse des patrouilles et des chars. À plusieurs reprises au cours de cette année d'existence, le mur a été surélevé, consolidé. Et les familles séparées n'ont que la ressource de se regarder de loin à travers les barbelés. Le mur au cours de cette année a eu ses histoires, ses aventures, ses victimes. Les immeubles d'habitation qui longent la barrière ont été le théâtre de scènes émouvantes, de fuites mouvementées. Et ce n'est pas une seule fois qu'on a vu s'opérer par les fenêtres des évasions dont le romanesque ne voilait pas le dramatique. À certains moments même, ce furent de véritables commandos qui cherchèrent, en dépit des dangers, le passage en zone ouest. Certains tombèrent sous les balles et la sombre barrière est jalonnée de couronnes mortuaires. Depuis un an, Berlin vit donc coupé en 2. Par-dessus les barbelés, par-dessus le mur aujourd'hui célèbre dans le monde entier, on s'envoie des messages, on s'adresse des signaux.
Et chaque dimanche, Berlinois des deux Berlins se retrouvent de chaque côté du mur, cherchant un visage dans le groupe d'en face. Cruel échange de regards qui essayent de dire dans leur langage muet ce que les voix ne peuvent plus exprimer. Un an a passé sur ces immeubles aujourd'hui aveugles, sur ces toits où on poussait les barbelés, sur ces rues coupées nettes où, faute de passage habituel, l'herbe pousse entre les pavés, sur ce mur sinistre que seuls les enfants, dans leur innocence, regardent comme un mur banal, et contre lequel butent les tramways. Ce mur qui, dans le monde entier, est celui qui supporte le plus de tristesse et le plus de haine. Presque un an après l'attentat OAS qu'il avait visé sur la route de Chaumont, le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Dans la nuit, aussitôt après l'attentat du Petit Clamart, nos reporters ont suivi les premiers pas de l'enquête. Près des buissons qui avaient abrité les tueurs, des douilles en grand nombre. Plus loin, le poste des tireurs de la seconde salve, face à un magasin de poste radio maintenant criblé de coups. Dans la rue, une panhard arrêtée, et une femme, Madame Filion, dont le mari vient d'être emmené à l'hôpital pour être pansé, découvrant sous le pare-brise l'impact de la balle qui a blessé le conducteur, une parmi la centaine qui furent tirées. Les fêtes. Partis de l'Élysée, deux voitures foncent vers Villacoublay. Soudain, d'un coin de rue, une rafale. Mais les voitures ne ralentissent pas. À 50 mètres, nouvelle rafale. Les voitures ont passé, c'est fini. Les conjurés ont disparu. On retrouvera abandonné une estafette derrière laquelle le premier groupe s'est abrité pour tirer. On interrogera M. Filion, le conducteur de la panhard, blessé à son volant, peu gravement, bien heureusement. Et au quai des Orfèvres, on examinera minutieusement la voiture du président de la République, dont les impacts portent un témoignage éloquent du danger qu'il courut. C'est miracle, peut-on dire, que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles. Au jour, l'enquête s'est poursuivie. Rien de nouveau ne semble avoir été apporté par ce second examen des lieux, ni à l'emplacement d'où partit la première salve qui creva 2 pneus de la DS-19, ni au poste du second commando qui cribla de balles le magasin situé juste dans l'axe du tir. L'enquête continue. Mais l'attentat, si inutile qu'il ait été, aura plus hautement que jamais montré l'odieux d'un terrorisme insensé qui ne peut se réclamer que du crime. Du côté du Mont Blanc, il s'en passe des choses. D'abord, conformément à des traditions fermement établies, on a célébré devant l'église de Chamonix la fête des guides, au cours de laquelle le curé bénit les cordes et les piolets. À cette occasion, la croix de la Légion d'honneur a été remise à Camille Tournier, l'un des doyens de ces hommes courageux dont la montagne est toute la vie. Ensuite, on a pu déclarer qu'à l'exemple des Pyrénées, il n'y a plus de Mont Blanc. Du côté français, un petit train souterrain a mené jusqu'au kilomètre 5780 les officiels venus assister à la minute solennelle de la jonction. Une dernière charge de dynamite, et sur un ibouli de roche, c'est la rencontre historique. Les présidents des deux sociétés, françaises et italiennes, qui se sont partagés les 11 km 600 de percement du tunnel, échangent leurs drapeaux. Et les deux équipes du front de taille, au milieu des cris et des rires, se rejoignent avec une chaleur qui explique facilement l'ampleur de l'œuvre et le temps parcouru depuis le début des travaux en mai 1959. Le tunnel du Mont Blanc est aujourd'hui percé, du beau travail. Du beau travail aussi, mais qui rappelle davantage le voyage de M. Perrichon. C'est l'excursion classique à la mer de glace. Le 15 août, profitant du beau soleil d'été, les touristes affamés de glissade se précipitent vers ces solitudes glacées mais accessibles. Chose étrange, le spectacle ne leur suffit pas. Il faut à ces mordus de la montagne le contact direct avec les difficultés du Grand Nord, les joies profondes de la banquise, la vérité des hautes cimes éternellement glacées. Et voilà ce que cela donne. Il y a celles qui font confiance aux pieds nus, et celles qui, prudentes, préfèrent envelopper leurs chaussures d'une vieille chaussette de laine prévue pour cet usage.
Ah, les joies de la mer de glace. Du nouveau dans le cosmos. L'exploit de Vostok 3 est aujourd'hui dans tous les esprits. Le cosmonaute soviétique Nikolaïev, placé avec son Vostok sur son orbite, est resté constamment en liaison avec la Terre et a reçu directement les messages de M. Khrouchtchev. Extraordinaire dialogue établi entre la Terre et un satellite en marche et dont la télévision pouvait en même temps montrer les deux auteurs, l'un dans son bureau, l'autre dans l'espace à la vitesse de 660 000 km par jour. Я вас слышал, товарищ Николаев. Очень рад, что у вас самочувствие хорошее. Вы меня слышите? Борту советского космического корабля «Восток-3» передаю горячий привет и добрые пожелания верным друзьям моей Родины. Le monde n'était pas au bout de ses surprises. Un second Vostok, parti du même point de l'URSS, avait rejoint sur une orbite toute voisine Vostok 3 et faisait route avec lui. Ils devaient atterrir tous deux après un voyage de 5 jours pour Nikolaïev et de 4 jours pour Popovitch. Double raid entièrement réussi, dit le communiqué. Exploit sans précédent, disent les journaux. Le voyage dans la Lune est-il pour demain? Le premier anniversaire de la construction du mur de Berlin a été marqué du côté de l'Ouest par des manifestations populaires. Des groupes importants ont longé cette barrière établie par les autorités de Pankov pour s'opposer à l'hémorragie humaine qui faisait passer de l'Est à l'Ouest depuis 10 ans plus de 10 000 Allemands par mois. La fuite ne s'est pas arrêtée pour cela et près de 50 Allemands sont tombés en tentant de franchir le mur de la honte. C'est devant eux que s'est incliné le maire de Berlin, M. Willy Brandt, qui a déclaré « Chaque bloc de béton ajouté au mur est la démonstration pour le monde entier de l'échec progressif du communisme sur le territoire allemand. Un régime qui est obligé d'emmurer sa population s'expose à être condamné par l'histoire. » Le mur meurtrier a fait le jour de son anniversaire une nouvelle victime, un jeune homme qui a tenté de le franchir et fut abattu. Et par-dessus cette barrière tragique, des êtres qui se cherchent, le cœur serré. Le 19 août 1942, Dieppe ajoutait une page héroïque à son histoire. 20 ans après, Canadiens et Français ont rendu hommage aux héros de ce raid sans espoir, au cours duquel 1200 Canadiens français tombèrent pour découvrir les enseignements militaires d'un débarquement en force sur les défenses ennemies. Ce pourrait n'être qu'un épisode dans le récit d'une longue guerre, mais pour lui donner sa juste valeur, voici sorti d'un ensevelissement de 20 ans dans les cinémathèques, les images brutales prises au cours de l'action par les reporters militaires des armées d'occupation. On connaît trop le récit de cette aventure extraordinaire où les 6000 héros se heurtèrent à des forces pourvues d'un énorme matériel. Ce ne fut qu'au bout de 9 heures qu'ils quittèrent le combat, abandonnant un champ de bataille tragiquement semé de débris fumants et de cadavres. Ces morts sont restés en terre française. Les enseignements acquis par leur action eurent leur importance dans la préparation de la grande offensive du 6 juin 1944, presque 2 ans plus tard. Leur sacrifice n'avait pas été inutile. Et si les plages de Dieppe n'ont aujourd'hui rien gardé de cette aventure héroïque, il reste dans le souvenir des hommes un nom et une date. Dieppe, 19 août 1942. À l'aube de l'ère atomique et des voyages dans l'espace, les hommes qui n'ont pas perdu toute poésie aiment toujours la navigation de grand-papa. La navigation à voile n'a jamais cessé d'exercer son attrait sur les rêveurs et les aventuriers.
C'est peut-être pour faire renaître le temps des corsaires au cœur de tous ces marins qu'a été organisée la course internationale des grands voiliers Torbay en Grande-Bretagne, Ouessant, Rotterdam. Il y a là des équipages de tous les pays d'Europe, toutes sortes de bâtiments répartis en 3 classes prennent le départ. L'Americo Vespucci, le voilier italien, écrase de ses 4000 tonnes les petits yacks de plaisance dont certains ne jaugent pas plus de 25 tonnes. Et c'est ainsi pour tous ces magnifiques bateaux que débute une merveilleuse croisière qui va durer 6 jours, croisière parfois difficile, au cours de laquelle le vent ne s'est pas toujours montré très clément. Dans cette compétition d'un autre âge, un tout petit bâtiment français, le Glénan, a battu dans sa catégorie le sloop britannique Merlin. Comme quoi rien n'est changé depuis Jean Bart, la rivalité entre marins français et britanniques est toujours restée la même malgré vents et marées. On se bouscule un peu au départ de la 9e descente de la rivière Azone en Espagne et pourtant ce n'est pas une promenade touristique que vont s'offrir les concurrents. Il y a là 59 kayaks, monoplaces et biplaces, représentant 7 pays européens, la France, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne de l'Ouest, le Portugal, la Finlande et naturellement l'Espagne. À en juger par les résultats, on se demande si les organisateurs n'auraient pas mieux fait de mettre sur pied, si l'on peut dire, une compétition de natation. Il y a tout de même des concurrents qui échappent à l'hécatombe, ici l'Allemand Rudi Grumbe. Rien ne lui fait peur, il triomphe de toutes les difficultés. Et pourtant, l'épreuve ressemble souvent plus à un cross qu'à une descente de rivière. Avec Rudi Grumber, il n'y aura que 7 concurrents à franchir la ligne d'arrivée. Cela donne une idée des difficultés de la course. Après l'attentat manqué du Petit Clamart, le général de Gaulle a continué sa route sur Colombelles et Deux Églises où, retiré à la Boisserie, il s'est sans attendre replongé dans ses dossiers. Autour des murs de la propriété, rien de modifié au service d'ordre. Les gendarmes continuent à contrôler les voitures de passage sans rompre le lent déroulement des travaux agricoles. Le village ne s'est animé que dimanche autour de l'église. Au milieu des groupes qui l'attendaient pour le saluer, le président de la République est allé, comme à son habitude, assister à la messe paroissiale. Cette fois, ça a été tangent, avait-il dit après l'attentat. La voiture avait reçu 13 balles. Si les rues d'Alger montrent aujourd'hui de l'ordre et de l'activité, il apparaît que 50 jours après l'indépendance, les choses ne vont pas très bien. Sans doute la police de l'ALN s'efforce de récupérer les véhicules disparus et de les rendre à leurs propriétaires légitimes. Sans doute, de véritables gangs qui opéraient en uniforme ont été arrêtés et emprisonnés. Sans doute, le banditisme d'une pègre algéroise qui utilisait le nom de l'ALN pour agir est-il traqué par les vraies forces de l'armée. Il n'en est pas moins vrai que la situation, loin de se clarifier, semble s'embrouiller. Dans l'incertitude, l'exode des Européens continue. Certains qui, hier, manifestaient l'intention de rester, prennent le parti de rentrer en France. De là, ces déménagements et ces foules sur les quais de départ où les mobiliers, dans leurs cadres, attendent leur embarquement. C'est dans cette ambiance troublée que des manifestations de tendances diverses ont dévoilé l'antagonisme hier latent entre le bureau politique dirigé par Ben Bella et les chefs de la Wilaya 4 qui a pris en main les commandes dans l'Algérois. Ces manifestations confuses et contradictoires, les unes inspirées par les militaires, les autres par le directoire benbelliste, sont allées jusqu'au forum devant le palais du gouvernement où de graves incidents ont failli se produire. Dans un appel au calme, M. Kider, porte-parole du bureau politique, a dénoncé les empiètements des militaires de la Wilaya 4 qui refusent de se soumettre à la reconversion. À cette prise de position, les chefs de la Wilaya 4, à laquelle se serait jointe la Wilaya 3, ont, par la bouche du lieutenant Alouache, leur porte-parole, fait connaître l'opposition des militaires, accusant le bureau politique de tourner le dos au principe de la révolution algérienne et réclamant la convocation du CNRA. Voici donc les élections reportées pour la 6e fois. Les électeurs ne feront pas encore usage des cartes déjà en instance de distribution. Et dans ce climat troublé, le peuple algérien, sollicité par les factions, mais fatigué de leur rivalité, réclame et attend du travail et du pain.
Un rendez-vous qui passera dans l'histoire, c'est sans doute celui que se sont donnés au pôle Nord 2 sous-marins atomiques américains, le Sea Dragon et le Skate, qui ont effectué leur jonction sous la calotte glaciaire et ont fait surface ensemble par une brèche qu'ils ont percée dans la banquise. Une courte cérémonie sur la glace a marqué cette rencontre, hier inimaginable, au cours de laquelle chaque membre de l'équipage a reçu un insigne spécial. Il va de soi que cet exploit est au cœur de la série des manœuvres stratégiques destinées aux études de la défense du continent américain. Comme Gagarine et comme Titov, les deux cosmonautes soviétiques Nikolaïev et Popovitch ont eu à Moscou une réception glorieuse. À l'aérodrome, dans la tribune officielle, Khrouchtchev les attendait pour presser sur son cœur avec émotion les deux héros de l'espace qui venaient d'apporter de nouveaux lauriers à la technique soviétique lancée à la conquête du cosmos. C'est ensuite entre deux haies d'une foule enthousiaste que les cosmonautes ont gagné la place rouge, où l'ovation populaire leur assurait, comme à Gagarine et à Titov qui les avaient rejoints, la plus belle consécration. Un exploit sans précédent qui ouvre peut-être pour demain le chemin de Vénus, de Mars ou de la Lune. Où sont les châteaux de sable d'antan? Nous en sommes maintenant au concours international. Ainsi, sur l'immense plage de la Baule, 25 concurrents déjà primés dans leur patrie d'origine ont lutté, pelle en main, pour faire triompher leur couleur. Le Sénégal a eu ses paillotes, comme l'Égypte son sphinx, le Mexique ses pyramides, et l'Espagne, bien entendu, son fameux château. Au résultat, 3 grands prix. Le premier à un Espagnol pour sa reconstruction de Saint-Pierre de Rome, le second à une Portugaise pour sa reproduction de la Tour de Belém, le troisième à une Française pour son image du Sacré-Cœur de Montmartre. Allons, le temps des bâtisseurs de cathédrales n'est pas mort. Ce n'est pas dans le sable qu'il a créé ces personnages, mais dans le granit de Bretagne le plus dur, cet illuminé qu'on connaît sous le nom d'ermite de Rottneuf. Aujourd'hui, les touristes vont rendre visite à cette pointe de roc où l'abbé Fourré s'acharna pendant 25 ans à retracer l'histoire dramatique d'une famille de corsaires et de contrebandiers du coin, les Rottneuf. Devant ces personnages étranges traités avec vigueur par un artiste dont la famille spirituelle va du facteur cheval au douanier Rousseau, devant cet étrange pullulement de visages de monstres et de silhouettes primitives, on reste à la fois étonné et pensif. Cet ermite de Rottneuf qui chaque jour pendant 25 ans, toute une vie peut-on dire, traça, creusa, sculpta cette surface considérable pour en faire une sorte d'épopée de granit, comment le classer dans l'ordre d'un monde organisé? L'œuvre et l'homme appartiennent à un domaine aujourd'hui encore mal exploré, le domaine du bizarre. Parler d'hiver en été, c'est le langage de la mode. Au moment où les feuillages vont jaunir, Marc Bohan, chez Christian Dior, présente la ligne de la saison prochaine, la ligne Flèche. La silhouette Dior est droite, souple, étirée et alerte. La ligne Flèche affiche des hanches minces et met le buste en valeur. La jupe, de même longueur que la dernière collection, cache le genou et s'arrête au-dessus du mollet. La tenue de rue comporte de longs jumpers. Jupe en étrave, son dos plat en lance l'ampleur mouvante en avant. Pour l'après-midi, pour le cocktail, les couleurs s'animent et les broderies se donnent libre cours aussi bien sur les robes que sur les ensembles de lainage. L'hiver, c'est la saison des grandes soirées. On reverra chez nos belles amies ces fourreaux à la taille suspendue qui mettent le buste en valeur et allongent la ligne des jambes. Un bel hiver féminin commence, étoilé de broderies de pierre, aimable et élégant. Un bel hiver très parisien.